La vidéo d'aujourd'hui est très particulière pour moi puisqu'elle va parler de mon premier Special Strange. Le premier lu et le premier acheté. Il s'agit du Special Strange 28 datant de juin 1982. Il est le véritable détonateur de ma passion pour Marvel. Jusqu'à présent, je ne possède pas beaucoup de BD. J'ai bien évidemment le Strange 107 qui m'a fait aimer Spider-Man, merci Monsieur Andrew, le gigantesque épisode Superman contre Spider-Man, Joli. et là encore avec beaucoup de Ross Andrew à l'intérieur, mais le reste de la collection est assez pauvre. J'ai 2 Arredis de Captain America que ma maman m'a acheté en 1980 avec les dessins de Jill Kane et John Romita qui m'enthousiasment au plus haut point. Mon père m'a offert le Nova 37 en février 1981 avec l'épisode où l'araignée se transforme en lézard, ce qui m'a profondément marqué à l'époque. Je possède aussi l'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver avec Hulk et l'homme taupe De la merde. et l'album numéro 7 de Speedy que je n'arrête pas de décalquer avec du carbone. D'ailleurs regardez, la couverture, elle a pas mal morflé. En mai 1982, j'ai acheté mon premier Strange avec mon argent de poche, où on voit la Chatte Noire et Spider-Man faire des cabrioles dans les airs. Voilà, à ce moment-là, tout mon modeste trésor. C'est vraiment très intéressant. Les comics ne m'intéressent pas plus que ça. Ah! Avec mon ami d'enfance et mon cousin, on passe plus de temps à jouer avec les figurines Star Wars dans le tas de sable, ou on tape dans le ballon les après-midi. Les grands s'excitent devant la prestation très acceptable des Bleus au Mondial en Espagne, et forcément en tant que gamin on regarde les matchs. Platini, Tigana, Rocheteau, Battiston, Giresse sont les idoles du moment. À Cannes en mai de cette année 1982, l'avant-première d'un film du plus grand réalisateur des années 80 semble avoir fait une forte impression. Il y est question d'une histoire d'extraterrestre tout mignon qui veut rentrer chez lui. La hype est telle que plein de magazines en parlent et fournissent des posters de cette inoffensive créature. Et il faudra attendre décembre pour aller la voir au cinéma. On s'impatiente. Non. Donc rien ne laisse présager à ce moment-là que je vais aimer les comics. J'aime bien Spider-Man et Captain America, Ah! et puis je découvre le Special Strange 28 dans la cour de l'école. À l'époque, nous ne sommes pas nombreux à lire ces BD de super-héros, mais en cet après-midi torride de juin sous les gros tilleuls de la cour d'école, je découvre en 2D et en Technicolor l'objet qui est à l'origine de toute ma passion. Je n'ai pas pour habitude de prendre les messies pour des lanternes, mais là il faut bien dire que le copain qui a ramené le Special Strange 28 déclenche en moi une sorte de transe napolitaine. Attiré par la présence de Spider-Man et de Captain America sur la couverture bleutée comme ce beau ciel de juin, je m'approche et je regarde cette revue mystérieuse et alanguie. Et là, c'est la claque. En découvrant les traits colorés X-Men se mettant sur la tronche avec Proteus, ça envoie grave du pâté en croûte. Je ne comprends rien à l'histoire, pourquoi les X-Men sont différents de ceux que j'ai vus sur mon Speedé, mais qu'est-ce qu'ils en jettent grave avec leurs costumes, c'est très trendy. Et puis il y en a un parmi ces super-héros chatoyants qui me séduit tout de suite, un petit ténu avec des griffes qui s'appelle Serval. Quelle claque! Et puis je suis perturbé. Pourquoi est-ce que la jolie rousse de l'aventure porte le nom d'un garçon? Jean. C'est quoi ce délire? C'est mon meilleur ami qui me dit qu'elle s'appelle Jean et pas Jean. Bonjour le mongolo. Mais il me faudra la confirmation de ma sainte maman le soir même pour que j'accepte qu'on puisse appeler une fille Jean. Je n'avais même pas capté que ça se prononçait comme le prénom de la chanteuse que je voyais les samedis soirs chez les Mariti et Gilbert Carpentier, à savoir la très sexy Jean Manson. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Faut dire que j'ai 9 ans et que je ne capte pas tout. Et bon sang, j'insiste, mais pourquoi ces X-Men ne ressemblent pas à ceux que j'ai vus dans Speedé? Les X-Men dans Speedé ont des tenues tellement moches que même la France Insoumise n'en voudrait pas. Et dans ce magazine, question costume, c'est le festival du swag. Peu importe, je suis dès lors contaminé. La baston contre Proteus m'en met plein les mirettes. Et les X-Men deviennent en une lecture mes super-héros favoris. Bref, je file acheter à la sortie de l'école le Special Strange 28 et je le lis, relis et relis encore. Vous l'aurez donc compris, avec ce Special Strange, c'est là que tout a commencé. Pas d'Amazing Geek aujourd'hui, sans cet après-midi torride sous le tilleul. Claremont, Byrne sur les X-Men et John Buscema sur les dessins de la chose sont les véritables fautifs. Mais assez raconté ma vie et venons-en à ce fameux Special Strange 28. Il n'est pas un simple coup de nostalgie, mais il a bien une réelle valeur avec son contenu en un seul mot. Commençons par le moins bon, et vous l'aurez compris, c'est l'épisode de l'araignée associé au faucon. Cette histoire est tirée du Marvel Team-Up 71 de juillet 1978. On voit que Luke s'est inspiré de sa couverture pour faire celle du Special Strange 28. C'est écrit par Bill Kunkel, que je ne connais pas du tout et dont je me tape de connaître l'histoire à vrai dire. C'est dessiné par David Wenzel et ancré par Dan Green. Je vous laisse soit messieurs les spécialistes de nous en dire plus dans les commentaires si ça vous chante. Mais si ça vous chante pas, ça sera pas très grave. L'histoire est simple et
peut-être aussi décevante que Ready Player One ou un burger sans cornichons. Bon sang, je suis un poète. Speedy et le Faucon s'associent pour sauver la vie à Captain America empoisonné par une toxine de Plantman, un vilain de seconde zone sans grand intérêt. Le scénario est très classique, pour ne pas dire sobre comme un anglais. Mais il respecte parfaitement le cahier des charges de tous les team-up. Nonobstant, je dirais que le Faucon est assez crispant. Il se la pète avec une arrogance qui te donne envie de lui dire « Wow, mollo garçon, arrête de faire style. Tu n'es qu'un personnage de seconde zone, hein. Commence par avoir ton propre comics et on en reparlera. » Oh, t'es méchant. Non, mais c'est simplement que lorsque tu n'es pas aussi connu que Speedy, tu ne la ramènes pas comme il le fait dans cette histoire. Je vous rappelle qu'à l'époque, on le voit très peu en France. Si on lit de la Ready, on le connaît, sinon on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, dans les aventures du Captain America, le Faucon est plutôt classe et assez cool. Alors quand on le voit en péteux pontifiant dans cette BD, bah on se dit « Oula, il a pas été à la selle ce matin. » Graphiquement c'est correct, mais sans plus. Plus moins d'ailleurs, hein, à mon goût. Mais ça n'engage que moi. Et puis vous savez, hein, les avis de critiques d'art de maternelle, hein, ça a autant de valeur qu'une chanson de Slimane. Et passons sans plus tarder à l'aventure de la chose associée au Captain America. Voilà un bien beau récit, tiré du Marvel 2-in-1 numéro 42, d'août 1978, écrit par Ralph Macchio, dessiné par Sal Buscema et ancré par les géniaux Alfredo Alcala et Sam Gringer. J'ai déjà traité de cet épisode dans une autre vidéo, alors je vais aller à l'essentiel dans celle-ci. L'histoire est simple, apprenant que Wundar a été emmené au projet Pegasus, la chose qui s'est prise d'affection pour cet homme-enfant fait irruption dans le centre pour essayer de le libérer. Ta gueule! Captain America calme le tas de pierres bougon et le convainc de laisser les scientifiques faire des expériences sur Wundar, car mine de rien le petit gars a des pouvoirs uniques qui peuvent les aider à percer les secrets du cube cosmique. Cependant le projet Pegasus a été infiltré par Victorius du culte de l'entropie. Le félon esquinte le pauvre Wundar et vole le cube cosmique avant de se téléporter dans les Everglades en Floride, où ses compagnons cultistes se préparent à l'arrivée de Jude the Entropic Man. Lorsque Ben et Captain America traquent les anthropistes, ils arrivent trop tard pour les empêcher d'utiliser le cube cosmique qui fait vivre Jude. Je vous rappelle que la chose s'est prise d'affection pour Wundar dans le Marvel 2-in-1 numéro 4 quand Namorita a demandé à Ben de prendre soin de cet enfant dans un corps d'homme. Épisode velu que les Français ont pu lire dans le Spécial Strange numéro 1 que je possède et que je vous montre là de mes mains terriblement sexualisantes. Ce mot de vocabulaire m'est propre comme le monsieur du même nom. Dans cet épisode assez remarquable, Ralph Macchio pose les bases de l'histoire qui sera connue plus tard sous le nom de saga du projet Pegasus. On se prend d'empathie pour Ben Grimm, qui bien que grognon reste très soucieux du sort de son petit protégé Wundar. Et puis le final est un super cliffhanger qui te donne vraiment envie de connaître la suite. Le tout est mis en image par Sal Buscema, et du coup c'est un épisode très plaisant qui m'a collé une demi-molle. Bon, très amène, je vous le confesse, j'ai tellement aimé cet épisode que je l'ai acheté en VO. Vous voyez comme je l'exhibe fièrement, avec une forme d'arrogance altière. Et nous voilà enfin arrivés à ce que tout le monde attend, l'épisode des X-Men. Le premier est tiré de l'Uncanny X-Men 128 de décembre 1978, et il est écrit par le dieu Christopher Claremont, dessiné par le transcendant John Byrne, et ancré par la quintessence même de l'ancrage, Mr. Terry Austin. C'est le grand final de l'arc de Proteus, et ça commence fort. Les pouvoirs de déformation de la réalité de Proteus affectent un rayon toujours croissant d'Édimbourg. La réalité échappe à toute logique, comme les règles grammaticales dans les paroles d'une chanson de Vita. Les X-Men associés à Havok et Polaris ont du mal à sauver les civils innocents qui sont pris au milieu de cette tourmente de distorsions bizarres. Ils n'arrivent même pas à affronter Proteus, devenu irrésistible et dont le pouvoir est supérieur à la taille de ma planète. Le combat est âpre et les X-Men risquent d'être magistraux dans la branlée. Et on se demande bien comment nos héros vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Et là, c'est au moins de l'épingle à nourrice. Comme Chuck. J'ai pas compris la blague là. De même, Proteus prend un plaisir sadique à torturer sa mère, qui est, je le rappelle, pour les étourdis, Moira McTaggart. Il la transforme en une forme animale grotesque en guise de punition pour l'avoir gardée en captivité pendant des années. Rancunier le fiston. Mais alors qu'il s'occupe de faire mumuse avec elle, il se fait tirer dessus par le hurleur. Blessé à l'épaule, le terrible mutant enrage. C'est l'occasion une fois de plus pour que Cyclope ramène sa tronche enfarinée d'andouille en tétrabrique pour sermonner le hurleur. Sean lui rétorque que Moira est la femme qu'il aime et qu'il fera tout pour la sauver. Et là, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais une fois de plus, Cyclope, dont les capacités à créer du lien social sont inférieures ou égales à celles d'une batte de baseball, en a rien à faire de ses copains et il est prêt à sacrifier Moira, sacré Cyclope. Je te nique ta race cordialement. La baston se poursuit toujours dans un festival de distorsion de la réalité où plus personne ni le lecteur ne sait ce qui reste de cette fameuse réalité. Chaque X-Men aura fort à faire pour échapper aux multiples attaques du mutant fou. À un moment, Proteus fait un retrait tactique et emmène Moira avec lui. Il se retire sur les remparts du château d'Édimbourg. Et le final est génial, entre ce bel échalas de Colossus et la femme Proteus qui s'apprête à prendre le corps de Moira comme enveloppe, car la sienne est presque totalement consumée. Dans la bagarre, Colossus brise l'enveloppe de Proteus et on découvre que ce mutant est en fait un être d'énergie pure. Et même si ce dernier prend plaisir à torturer la psyché de Colossus,
Colossus, alors qu'il le rôtit lentement avec le feu, il n'arrivera pas à éviter la transformation en acier organique de Colossus, dont la substance même tue le vilain. Son excès de confiance lui a été fatal. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, même quand il est à terre. Merci, inspecteur Derrick, de m'avoir enseigné ça. Chris Claremont conclut ainsi la saga de Proteus avec un épisode épique où ça pète de tous les côtés. Après avoir aventuré la trame scénaristique dans l'horreur, Claremont nous ramène à nouveau dans le récit de super-héros. La baston déchire grave sa mère, et Claremont nous offre un excellent récit qui, s'il n'est pas le meilleur de ce qu'il a produit, est quand même un scénario qui s'inscrit dans le haut de ses productions. C'était l'époque où il était encore bon, le tout accompagné par les sublimes traits de John Byrne, très en forme. Une réussite. Mais tout de suite, poursuivons avec enthousiasme cette vidéo avec le second épisode tiré du Uncanny X-Men 129 datant de janvier 1980. Le trio magique nous livre encore un récit de qualité qui fait plaisir aux mirettes mais belettes. Les X-Men quittent l'île de Muir. Hurleur choisit de rester avec Moira. Tu penses. Ayant perdu sa capacité de cri sonore, il ne sert plus à rien dans les... Je vous rappelle qu'il a perdu ses pouvoirs de cri sonore pendant le X-Men 119 que nous avons vu dans le spécial Strange 22. Ouais, c'est comme Vita dans la chanson française ou comme le H dans Hawaii, ils servent à rien. Ouais, c'est pas faux. Et puis Moira va avoir besoin du soutien amical ou sexuel de Hurleur pendant qu'elle se remet de ses récents traumatismes. Mine de rien, elle a quand même perdu son enfant dans cette histoire, et c'est très triste comme le jeu vidéo avec des briques. T'as compris le jeu de mots? Abonne-toi. Le pédant Cyclope propose à Madrox, Havok et Polaris de rejoindre les X-Men, mais ils refusent tous. Il est donc temps pour les X-Men de rentrer en Amérique. Alors que le Blackbird navigue sur l'Atlantique, un autre jet privé appartenant au Club des Damnés transporte également Jason Wingard vers les États-Unis. Jason joue à nouveau avec la psyché de Jean. Il lui impose à nouveau des hallucinations qui la persuadent qu'elle est une noble poudreuse du XVIIIe siècle, amoureuse de son propre ancêtre. Vous me suivez toujours? Non, en fait, j'ai arrêté de suivre depuis le générique. Jusqu'alors, Jean avait supposé que ses visions étaient une manifestation de la capacité de déformation de la réalité de Proteus, mais à présent elle se dit que ça doit être ses capacités de Phénix qui lui permettent peut-être de lui faire vivre des intervalles de temps réels, mais dans le passé. Ce que tu dis n'a aucun sens. Nous assistons à une scène où Scott vient taper la discute avec Jean. La rousse lui fait savoir qu'elle a eu un aperçu de Colleen Wing dans les pensées des autres X-Men. Navrant dans sa justification, Cyclope lui assure que sa brève romance avec Colleen Wing n'a eu lieu que parce qu'il pensait que Jean était mort. En gros, il n'a pas perdu de temps pour la remplacer. Il ose même dire Colleen est une bonne copine sans plus. Encore une justification de Neneuil qui n'a d'égal que la douceur du glaire. On pourra pas dire que Cyclope a une certaine vision du romantisme beauf, mais ça reste du romantisme. Eh, le romantisme, c'est devenu mainstream, gros. C'est totalement surfait. Mais vous êtes qui, vous? Je suis John Nikansky. Nikansky? C'est écosso-roumain. Original comme croisement. Aussi original que mes parents. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? T'inquiète, gros. Je viens mettre l'ambiance. Et je dois m'en inquiéter? C'est toi qui vois, gros. Oui, donc pour en revenir sur la malhonnêteté de Cyclope, il ose dire que Colleen était juste une bonne copine, alors qu'il a encore en sa possession la clé de l'appartement de la coquine. Bon, je passe, de toute façon ce type est incurable, il ne fait nul doute qu'il a un abonnement premium à Mesquin sans frontières. Mais cessons-là d'avoir un mauvais esprit. Ouh, je suis un mauvais esprit. Ouah, tu le fais vachement bien, mec. Merci. De retour à la X-Mansion, l'équipe constate que Charles Xavier est revenu sur Terre. Tout est bien qui finit bien. Dans les jours qui suivent, Scott et Jean essayent de passer du temps ensemble. La Rockmouth sait que le professeur est revenu sur Terre car il est inquiet pour ses nouveaux pouvoirs. Suite à une sortie non autorisée de Serval de la salle des dangers, ce qui a pour conséquence de faire criser le prof, Scott se rend compte que le professeur X utilise les mêmes méthodes sévères qu'il avait utilisées pour encadrer l'équipe d'origine. Scott lui dit que la nouvelle équipe n'est pas un groupe d'adolescents et qu'il a appris qu'il devait utiliser une approche différente avec eux. Très ouvert à la discussion, c'est du sarcasme, Xavier rejette ce conseil, suggérant que l'incapacité avouée de Cyclope à discipliner l'équipe était un échec de leadership. Ah ouais, ça casse quand même, il y a de la punchline. Avant que leur discussion ne puisse continuer, Cerebro les alerte sur l'existence de deux nouveaux mutants dont les pouvoirs se sont manifestés, l'un à Chicago et l'autre à New York. Le professeur mobilise les X-Men pour enquêter sur les deux nouveaux mutants, parce que c'est pas tout, il faut bien faire vivre le vivier de l'école s'il veut continuer à toucher des subventions. Non, je déconne. Xavier conduira la moitié de l'équipe à Chicago, tandis que Scott emmènera l'autre moitié à New York. Et là, ça craint vraiment du boudin, car l'équipe ne sait pas qu'elle est espionnée par le cercle restreint du Club des Damnés, dont fait partie Jason Wingard. Les membres de ce club veulent également trouver les mutants détectés par Cerebro avant les X-Men, et c'est là que la Reine Blanche fait son entrée. La coquine, je suis sûr qu'elle est amatrice de gros cigares. Un pur cubain? Non, anglo-irlandais. Mon père était suisse-allemand. La Reine Blanche est envoyée pour s'occuper de l'équipe de Chicago, tandis que Jason Wingard est envoyé pour s'occuper de celle de New York. Et là, ça y est, c'est le début du premier scénario du Club des Damnés qui va mener directement
directement à la saga du Dark Phoenix. Extase, en joie. Rappelons que le dialogue de Wingard dans ce numéro confirme que Warhawk, dans le X-Men 110, vu dans le spécial Strange 18, a truqué la salle des dangers des X-Men avec des bugs pour en apprendre secrètement sur les forces et les faiblesses de l'équipe. Ce numéro contient aussi la première apparition du cercle intime du Club des Damnés, bien que ses membres restent dans l'ombre avec leur identité individuelle encore inconnue. Mais on y voit quand même Emma Frost, alias la Reine Blanche. Oh, you touch my tra-la-la. Et pourquoi tu fais ça, mec? Ah, je sais pas, je peux pas m'arrêter. Dans la banlieue de Deerfield, dans l'Illinois, Catherine Kitty Pryde, 13 ans et demi, rentre de ses cours de danse pour retrouver ses parents en train de discuter avec Emma Frost, alias la Reine Blanche, sous sa forme civile pour ceux qui n'auraient pas compris, qui est la directrice du Massachusetts Academy Exclusive. Et même dans son tailleur austère, elle est terriblement séduisante, la bougresse. Quelqu'un a un paquet de mouchoirs, je suis sec là. Kitty n'aime pas instinctivement Emma Frost. D'un autre côté, quelqu'un qui s'appelle Frost, c'est quand même chelou. Et elle se rend compte que le fait que ses parents envisagent de l'envoyer dans une école privée signifie qu'ils ont l'intention de se séparer. Elle s'allonge sur son lit dans sa chambre à l'étage pour se reposer alors qu'une migraine la frappe. Après avoir enduré la douleur pendant quelques instants, elle ouvre les yeux pour se retrouver sur le sol du salon. Déconcertée, la gamine se précipite dans sa chambre au moment où ses parents raccompagnent Emma Frost et accueillent leur prochain visiteur, Charles Xavier, accompagné d'Ororo, de Peter et de Logan. Xavier aimerait bien avoir Kitty comme élève dans sa propre école. La gamine espionne le prof et ses élèves et trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants, en particulier Peter. On m'a dit que dans l'oreillette que l'attention des viewers mâles est en train de retomber depuis qu'il n'y a plus la blondasse glacée, aussi savoureuse qu'une petite crème fondante de mise en bouche. Oui, je sais, je suis dans l'abus de caquet. Ah bon? Y'a que la Reine Blanche qui intéresse les viewers? À ton avis, gros? Bah, je suis un peu surpris. Noob. Bah, on fait quoi alors? Bah vas-y, gros, fais une blague porno, ça va remonter l'audinat. Bah, je sais pas, Bukake? C'est bon, l'audience remonte. Pendant que Charles discute avec les parents de Kitty, le reste de l'équipe l'emmène dans un marl shop local pour faire connaissance. Et là, je connais déjà la question que vous allez me poser. Pourquoi est-ce que l'ornithorynque est classé dans la famille des mammifères alors qu'il pond des œufs? Non, moi je pensais plutôt à qu'est-ce que c'est qu'un malt shop? Bah, c'est juste un magasin de soda également connu sous le nom de magasin de malt. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Kitty noue une amitié instantanée avec Ororo qui lui confie qu'ils sont les X-Men, à la grande surprise de la gamine. Et là, j'adore la scène où on voit à l'arrière-plan Serval et Colossus en train de mater des magazines chelous dans les étagères du magasin. Sur cette image, Serval regarde Hustler, un mensuel créé à l'initiative de Larry Flint en 1974. Salut le l'autre. J'aime trop la tranche de Colossus qui regarde par-dessus son épaule avec une expression choquée. Le gars semble bien prude. Ouais, moi je crois surtout qu'il a une petite... Vessie on dit. Ouais, on va dire ça. Et puis la scène suivante est tout aussi drôle quand le propriétaire du magasin réprimande Serval, car ce dernier feuillette Penthouse. On notera que les autres magazines sur le kiosque à journaux sont Vogue, Starlog, Epic et Playboy. Que des lectures saines et équilibrées. C'est discutable. Noob. Juste à ce moment-là, 3 mercenaires blindés traversent la vitrine et attaquent les 3 X-Men. Chacun des attaquants des X-Men a une armure spécialement équipée pour neutraliser leurs capacités. Alors que le combat éclate, Kitty, paniquée, utilise sans le vouloir ses pouvoirs et passe à travers le mur extérieur, atterrissant dans la ruelle derrière le magasin. Avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui s'est passé, elle s'évanouit. Les X-Men réalisent qu'ils ne peuvent vaincre leur ennemi s'ils changent d'adversaire, et ils leur mettent une branlée, mais leur retentissante victoire est brève, car ils sont ensuite abattus par un puissant éclair psionique de la Reine Blanche. Mais enfin, ça va pas! Elle ordonne à ses hommes de main d'embarquer les X-Men. Elle aime bien avoir les choses en main, la coquine. Et alors qu'ils s'éloignent à toute vitesse du lieu de la baston, la Reine Blanche fait exploser des petites charges enfouies dans l'armure de ses sbires vaincus, les tuant comme sanction de leur échec. Elle ne rigole pas, la meuf. Dominatrice en plus, la coquine. J'adore. Dans cet épisode, Chris Claremont nous présente donc un nouvel adversaire très redoutable pour les X-Men dans la personne d'Emma Frost. Bon, je ne voudrais pas rajouter de l'huile sur le feu concernant Cyclope, mais je vous rappelle que la voluptueuse coquine d'Emma Frost finira dans le lit de Scott sous la plume de Grant Morrison. Et ça fait mal au séant quand même. J'ai de la crème si tu veux, gros. Bref, la Reine Blanche fait ici des débuts fracassants. Le véhicule du Club des Damnés s'éloigne tandis que la Reine Blanche ordonne à ses hommes de dépouiller les X-Men de leurs uniformes. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle a l'intention de faire à propos de Kitty, elle dit qu'elle saura la retrouver en temps voulu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Kitty a utilisé sa nouvelle capacité de phasage pour se faufiler à bord de l'aéroglisseur. Elle se demande comment elle peut sauver ses nouveaux amis toute seule. Elle est brave, la gamine. Et tout de suite, le lecteur ne peut que s'attacher à la nouvelle petite mutante. Ouais, c'est comme le whisky, j'aime bien quand ça a 12 ans d'âge. Bon, ok, toi tu te casses. Noob.
Bon, à moins qu'il soit pistonné, hein, la prochaine fois, on se passera de ce type. Une fois de plus, c'est un excellent épisode qui commence le spectaculaire arc narratif du Club des damnés. Miam miam. C'est fou de se dire qu'on est déjà dans du très haut de gamme et que le meilleur est encore à venir et que ça risque de chier des marmottes dans les prochains épisodes. Mais ça sera dans une autre vidéo. Allez mes petits farfadets, longue vie et prospérité. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Abdel Ramzafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Oh, you touch my tra-la-la.